Amoureuse de la princesse en son char, rêveuse sous un si long croissant de lune, et de la belle qui dormait au bois, entre ses pages prostrées, éprise du seigneur chaboté d'entonnoir, j'essayais de retrouver dans les textes de Perrault les noirs de velours, les clairs d'argent, les ruines, les cavaliers, les chevaux aux petits pieds de Gustave Doré. Au bout de 2 pages, je retournais, déçu, adoré. Gustave Doré, qui ne connaît pas cet artiste? Ses nombreuses illustrations de contes et de littérature classique inscriront notre graveur parmi la liste des hommes les plus connus de notre temps. Il aura séduit moult jeunes enfants et adultes, se livrant à la frénésie artistique qui semblait animer son corps. Sautant des fables de La Fontaine à la Divine Comédie, il est rare de trouver quelqu'un qui ne soit pas fasciné par les œuvres du génie de Gustave Doré. Je vous propose donc aujourd'hui de vous joindre à moi pour tenter une plongée dans l'esprit tumultueux de ce grand maître de la gravure. Gustave Doré naquit le 6 janvier 1832 à Strasbourg. Second d'une fratrie de 3 garçons, il échappe seul au destin que lui avaient tracé ses parents, l'école polytechnique où ses 2 frères firent leurs études. Le cadet des Doré dessina pour ainsi dire de son premier souffle jusqu'au dernier. Alors qu'il n'a que 7 ans, il représente Monsieur Fox, un ensemble de 6 dessins à la mine de plomb, largement inspiré par l'œuvre de Jean-Jacques Granville, notamment célèbre pour son voyage de Gulliver et ses gravures des fables de La Fontaine. En 1843, la famille Doré déménage à Bourg-en-Bresse, où Pierre Doré, le père du graveur, est transféré en tant qu'ingénieur en chef du département de l'Ain. L'artiste continue de dessiner, pastichant des scènes animalières de Granville. Il prend plaisir à la caricature et s'inspire notamment des dessinateurs de la presse parisienne, la caricature, le Charivari, mais aussi et surtout d'histoires en estampes de Rodolphe Töpffer. La première œuvre publiée de Gustave Doré date de 1845. Il a alors 13 ans, et l'imprimeur lithographe bressan Césaria lithographie La Vogue de Brou, dessinée par le jeune garçon, ainsi que 2 autres pièces, La Martinoire du Bastion et La Noce, scène de vie de province. Loin de manquer d'ambition, le jeune homme profite d'un voyage à Paris avec ses parents pour présenter quelques-uns de ses dessins à l'éditeur M. Philippon de la maison Aubert. Cette rencontre sera le départ d'une carrière florissante. L'éditeur parvint à convaincre Pierre et Alexandrine Doré de laisser leur enfant s'engager dans une carrière d'artiste. En 1847, mes parents, appelés à Paris pour une affaire sérieuse, m'emmenèrent avec eux. Ce séjour ne devait durer que 3 semaines, et l'idée de retourner en province, après avoir vu le centre de lumière, me désespérait fort. J'appliquai dès lors mon esprit à trouver un moyen quelconque de rester, car je n'avais d'autre idée que de me hisser à la carrière des arts, idée qui rencontrait une extrême résistance chez mes parents. Comme mes 2 frères, l'on me destinait à entrer à l'école polytechnique. Un jour que j'avais passé devant l'étalage de la maison d'Aubert et Philippon, place de la Bourse, j'eus la pensée en rentrant à l'hôtel de crayonner quelques caricatures dans le genre de celles que j'avais vues, et profitant d'une sortie de mes parents, j'allais présenter à l'éditeur ces quelques dessins. Monsieur Philippon regarda avec attention et bonté ces croquis, me questionna sur ma situation, et me renvoya chez mes parents avec une lettre qui les invitait à venir causer avec lui. Ils vinrent, et Monsieur Philippon, employant les paroles les plus insistantes et tous les arguments qu'il put trouver, triompha de la résistance et de la crainte de mes parents à me voir engagé dans la carrière d'artiste. En 1848, il fait sa première entrée au salon, à l'âge de 16 ans. Il y présente 2 dessins à la plume, Le Nouveau Bélisaire et L'Union fait la force, une scène d'ivrogne. Étant demi-pensionnaire au collège Charlemagne, Doré père décide de nouer un traité avec M. Philippon afin de développer le talent lithographique de son fils tout en assurant la stabilité de sa scolarité. Les 2 hommes signeront donc un traité le 17 avril 1848, dont voici quelques extraits. M. Philippon s'engage à trouver pour M. Doré fils des travaux lithographiques, soit à la plume, soit au crayon, au prix ci-après. Premièrement, dessin à la plume, format d'une page du journal pour rire, 40 francs. Secondement, dessin au crayon, format dit Car Jésus, des souvenirs de garnison, des mœurs algériennes et À la guerre comme à la guerre, album de Cham, 15 francs. M. Philippon ne devra demander des dessins à M. Doré fils que dans la mesure des besoins de la maison Aubert. Néanmoins, il garantit à M. Doré fils une planche par semaine. Pendant les 3 années qui forment la durée de ce traité, M. Doré fils ne devra exécuter aucun dessin pour un autre éditeur que la maison Aubert et compagnie.
Monsieur Doré-Fils ne sera tenu de fournir qu'une planche par semaine, soit à cause de ses devoirs, tant que dureront ses études, soit à l'époque des vacances dont il sera libre de jouir, soit, enfin, par cause de maladie. Le 4 mai 1849, Monsieur Doré-Père s'éteint. Gustave déménage donc au 73 rue Saint-Dominique, à Paris, dans une petite chambre, en annexe de celle de sa mère, qu'il occupera jusqu'à la fin de sa vie. En 1851, l'artiste achève sa scolarité au lycée Charlemagne et renonce à son baccalauréat. C'est l'édition des œuvres de François Rabelais qui consacrera le début de sa notoriété dans l'illustration des classiques littéraires. Si Doré commence sa carrière avec la technique de la lithographie, il la laissera de côté pour une méthode plus délaissée, la xylographie, c'est-à-dire la gravure sur bois. C'est l'apparition de La légende du Juif errant, très grand in-folio, qui en 1856 marquera le début de ce projet, renouveler la gravure sur bois. Avant cela, il travaille encore au trait, sur des bois de format réduit, qui seront plus tard reproduits en fac-similé par des graveurs de métier. Parfois déçu par le manque de fidélité du résultat, notre artiste ne manquait pas de faire savoir son mécontentement. Il finit donc par choisir ses graveurs et change de méthode. Il grave sur des plaques de buis coupées en bois de boue. Cette méthode lui permet plusieurs choses. Premièrement, l'épaisseur des bois permet d'incruster les vignettes dans le texte. Secondement, il peut développer une méthode appelée gravure de teinte ou gravure de ton. Pour cela, il teint au lavis, avec rayon blanc, directement sur les bois à graver avant de les confier à ses graveurs minutieusement sélectionnés qui, par taille, retranscrivent les valeurs d'ombre et de lumière données par l'artiste sur ces bois. On voit alors l'apparition de ces vignettes extraordinaires, ces fantasmes de la nuit, sur la terre ou sur la mer, dans le ciel ou sur une falaise. La finesse et le réalisme de ces œuvres atteignent un niveau inégalé dans l'histoire de la xylographie. À partir de cette période, les graveurs de Gustave Doré deviennent les artisans de sa réussite et participent autant que lui à la grandeur de son œuvre. Parmi eux, on retrouve François Penmaker et son fils, Eugène Sautin, qui exécutera les gravures des œuvres de Rabelais, ou encore Héliodore Pison, considéré comme son meilleur interprète. Voici les propos que tenait ce dernier sur son travail. Pour ce qui est de la gravure, il n'avait pas à s'en préoccuper. Il me laissait libre, mais je ne faisais aucun changement à ses dessins. Ils étaient rendus exactement. Ainsi ont été faits les quelques gravures des contes drôlatiques de Balzac, qui commencent mes relations avec lui. Dante, Don Quichotte, la Bible, Atala, Rabelais. Peu à peu, Gustave Doré devient le maître incontesté de sa discipline. Déjà de son temps, ses œuvres sont célèbres. Son Don Quichotte se vend 160 francs, l'Enfer de Dante 100 francs, soit le salaire d'un ouvrier moyen, et la Sainte Bible aux éditions MAM 200 francs pour son tirage le plus courant. Ce qui le rendit célèbre en dehors de la sphère bourgeoise furent les prospectus publicitaires pour les fables de La Fontaine. Hachette décide alors de faire des tirages en grande quantité afin de rendre l'œuvre du graveur accessible à tous et divise ainsi le prix de vente des ouvrages cités précédemment par 3 ou par 4. Plus de doute possible, Doré est le graveur le plus célèbre de son temps. Pourtant, il n'est pas seulement un graveur de génie. Doré est avant tout un passionné et un rêveur fantastique. En rêveur fou, il parcourt le monde et s'essaye à tout. La peinture d'histoire ou de paysage, de portraits ou religieuses, l'eau forte, la sculpture. Il présente des toiles au salon. L'Ange de Tobie, première œuvre religieuse, sera achetée par l'État au salon de 1862 pour la somme de 2000 francs. Son œuvre, le Psalterion, sera pour sa part acquis par la reine d'Angleterre pour la somme de 10 000 francs. Malgré cela, il ne parvient pas à sortir de son état de graveur. Souvent, ses toiles sont mal accueillies lors des salons. Le public y voit un passe-temps, un amusement. Doré est enfermé dans son état d'illustrateur. Sa première œuvre peinte semble être un ensemble de 12 immenses toiles réalistes. Paris tel qu'il est, peint en 1852 après sa rencontre avec Courbet. Aujourd'hui perdue ou détruite, ces tableaux valurent à l'artiste la révulsion de son mentor, Théophile Gautier. S'ensuivra plusieurs tableaux plus ou moins bien accueillis par la critique, jamais à la hauteur de ce qu'il attendait. Il continuera pourtant à peindre, estimant cet art plus noble que l'illustration qu'il délaissera à la fin de sa vie, le laissant dans une situation financière fragile que son mode de vie n'améliore pas. Il évolue au cœur de la vie mondaine de Paris et fréquente la société de Napoléon III. Il y côtoie Rossini, Dumas-Père, Offenbach, Liszt, Saint-Saëns et d'autres grands noms de cette époque. Gustave Doré aime cette compagnie et participe à de nombreuses réceptions. Amateur de fêtes et de cabrioles, ses amis affirment qu'il n'était pas rare de le voir arriver dans ses soirées en marchant sur les mains.
Voici toute l'ambivalence de ce personnage si haut en couleur. Acrobate, plaisantin, enfantin et pourtant sérieux, grave et magistral. Ses nombreux voyages et les œuvres qu'il en tire lui permettent d'obtenir une grande quantité de décorations dans de nombreux pays. Doré devient un artiste international. En 1861, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. En décembre de la même année, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare en Italie. Chevalier de l'ordre de Charles III en 1866 en Espagne et finalement officier de la Légion d'honneur en 1879. Toutes ces récompenses ne semblent pas exagérées au vu du travail titanesque du maître. Sa production compte un nombre mirobolant d'œuvres d'un éclectisme total. S'il exécuta des toiles telles que le Christ quittant le péremptoire, peinture à l'huile de 6 mètres par 9, il représentera aussi des œuvres plus personnelles où son âme d'enfant s'exprimait, comme la sculpture Saute-Mouton ou les illustrations des aventures du baron de Munchausen. Il est aisé de comprendre que les jeux d'équilibre et d'accumulation plaisaient à Gustave Doré. La sculpture Roger et Angélique nous en offre un parfait exemple. Je vous parlais tout à l'heure de l'ambivalence du personnage dans son caractère. Nous retrouvons aussi une dualité dans son style graphique, facilement reconnaissable par ses arbres aux racines protubérantes, ses tas d'êtres humains ou d'animaux, et ses raies de lumière presque cinématographiques. On connaît 2 styles à Gustave Doré. Le premier est la surenchère gothique, où il s'amuse d'accumulation, de changements d'échelle et de figures grotesques, sans doute héritées de ses débuts dans la caricature. C'est dans ce style que s'inscriront des œuvres comme Gargantua, les fables de La Fontaine ou les contes drôlatiques de Balzac. Ces œuvres sont alors empreintes d'une certaine malice, et nous marquent par ses visages étranges et boursouflés, ses proportions incroyables ou ses situations pittoresques. Tout est fait pour nous attirer dans un monde imaginaire, et Doré met son talent au service de l'œuvre pour accentuer les traits comiques ou terrifiants. Le second est la surenchère monumentale. Ici, nous retrouvons des œuvres comme Le Paradis perdu de Milton, la Bible, la Divine Comédie. L'accumulation et les jeux d'équilibre sont toujours bien présents, mais servent cette fois au grandiose. Les jeux d'échelle touchent plus souvent le décor que les figures. Les personnages, traités avec plus de fidélité, deviennent réels et graves. Les jeux de lumière et de clair-obscur offrent une tournure théâtrale à l'ensemble, rendant ces œuvres pleines d'un réalisme bouleversant. Le monumental se traduit aussi par la dimension physique de ses œuvres. L'artiste est amateur de grands formats. Ses peintures de paysages en sont notamment la preuve. L'aspect monumental de ses œuvres, qu'il soit graphique ou physique, lui sert à transmettre un sentiment, une émotion. Cependant, Doré n'échappe pas à la règle et connaîtra lui aussi des détracteurs. Zola le moquera en le traitant d'un des derniers romantiques, et plusieurs de ses œuvres seront vivement critiquées. Le tapis vert, par exemple, une immense gravure représentant une scène dans une maison de jeux de bad, fut rejetée au salon, mais aussi dans sa propre galerie, ouverte avec l'aide des marchands et libraires Fairless & Beforth, à Londres, en 1867. Ces critiques ne freineront en aucun cas sa carrière, et il continuera ses présentations au salon, ne montrant que les œuvres qui lui semblaient être convenables pour cet événement. Le 15 mars 1880, sa mère décède et Gustave Doré sombre dans des accès de mélancolie fréquents et intenses. 3 ans plus tard, The Raven d'Edgar Allan Poe paraît à Londres, agrémenté de 26 grandes illustrations. Ce sera l'ultime œuvre de l'artiste. Le 23 janvier 1883, à 1h du matin, déçu de la méchanceté des hommes, il enfourcha son cheval au petit pied et partit galopant au milieu des ruines et des éclairs d'argent, rejoindre la Belle au bois dormant, Don Quichotte, Dante et Virgile. Enterrés au cimetière du Père-Lachaise, ce sont messieurs Alexandre Dumas fils et Paul Dalloz qui liront ses discours funèbres. Dans son testament, il demandera que ses œuvres ne soient pas vendues durant les 2 années suivant sa disparition. En plus d'une collection d'œuvres gigantesques, Gustave Doré nous légua une partie de son imaginaire. Il transmit à tous les enfants la passion du rêve, la magie des songes, et à tous les adultes, la fascination et l'humilité qu'impose le génie lorsqu'il se montre grand et franc devant nos yeux. Avant de vous quitter, j'ai une annonce à vous faire. Tout d'abord, merci à tous de me soutenir. Nous sommes plus de 7000 amateurs d'art et tous vos messages me vont droit au cœur. La chaîne YouTube n'est pas ma seule activité. J'ai aussi ouvert une boutique en ligne dans laquelle je vends des illustrations que je réalise. N'hésitez pas à aller y faire un tour sur www.studioloillustration.fr. Je vous mets le lien dans la description. Encore un grand merci pour votre soutien et à bientôt.